Hey, salut les crypto lovers, bienvenue pour ce deuxième grand journal du crypto assez exceptionnel. Pourquoi? C'est le retour de D-Batch. Hey, salut les crypto lovers, j'espère que vous allez bien. Alors, qui est avec nous ce soir. on va un petit peu dans le chat. Voilà, on est 13 pour le moment. Et alors aujourd'hui, on a la grande chance d'avoir avec nous Helmut Banner, le taulier du projet Dinovox. Donc j'espère que vous êtes contents. Nous, en tout cas, on est ravis. Vraiment, c'est vraiment quelque chose pour lequel on est très content de l'avoir. Et je sais pas ce que t'en penses, toi, mon petit D-Batch, mais on va passer une bonne émission, à mon avis. Ah, Claire, on a plein de super questions à poser. Alors, qui est-ce qui est dans le chat? Salut mon petit Donkey Coin, salut Jay Bolin, salut Mister Problem, donc Mister Problem qui est notre modérateur, vous savez bien, salut Overclock LRC, salut Jaja, j'espère que tu vas bien, Misty Girl, VS Purple, Apéro Crypto, bah voilà, il y a tous les habitués, hein, Mick Polly, je suppose que la petite langue de mon cœur est dans le chat aussi, je suppose, et c'est parti, hein. On est 25 là, donc on dit ça va arriver petit à petit. Il y a d'autres crypto live en cours à mon avis. Donc voilà, allez, on va commencer. Hein. Bon, donc bonsoir tout le monde, bonsoir Helmut ou bonsoir au grand ordonnateur de Dinovox. Salut les gars, salut à tous, salut la Belgique. Immense merci de me recevoir chez vous. Il va falloir faire un petit peu de place, hein. Virer la table basse, virer la télé, je suis désolé. Je prends un peu de volume, je vais essayer de me faire discret malgré tout. Bah écoute, un dinosaure, ça prend toujours de la place. Hein. Ça. Le problème, c'est la queue, généralement. Quand tu bouges, bah, les trucs derrière, ils en prennent un coup. Pas trop de chance. C'est ça. Je vois déjà des dinosaures dans le chat. T'as déjà décrit de dinosaures dans le chat. Il y a des fans, on dirait. Ah ben, tu m'étonnes. Ben, faut voir aussi quand même que, faut savoir que le petit projet de Dinovox, petit à petit, est en train de prendre son essor quand même sur Twitter. Il y a quand même déjà plus de 1616 abonnés. Enfin voilà, et je vois qu'à chaque fois qu'il fait un petit giveaway, ça fait plaisir, les gens participent. Puis tu vois des petites îles rondes qui sont en formation, des petites choses qui arrivent. Quoi. Regarde ça, comme c'est magnifique. Ce qu'il nous fait Helmut, franchement, je trouve ça magnifique. Et donc voilà, moi quand j'ai vu ce petit projet, je me suis dit, il faut absolument qu'on en parle parce que nulle part, j'ai vu qu'on en parlait. Donc pour moi, je pense que c'est vraiment important. Vava 4400 qui a déjà acheté un collier pour Barnabé. Donc on va en parler. Donc à la fin du live, donc il y aura un giveaway Dinovox. Okay. Exactement. Et j'espère bien que on va lui trouver une famille d'accueil aimante et bien fournie en nourriture, en fameuses croquettes pour Dinovox. Hein. On aura l'occasion d'en reparler des croquettes pour Dinovox parce que c'est finalement un peu le gros sujet. Oui. Donc encore une fois, c'est très sympa de votre part de m'accueillir sous l'angle de ce projet, hein, sous l'angle de ce qui est en train de devenir un projet, avec la fameuse viralité du dinosaure, hein, tel qu'on est en train de le constater. Je lâche quelques Dinovox pour répandre du bonheur ou de la terreur selon l'ambiance sur le Twitter francophone du projet. On va avoir l'occasion d'en parler un petit peu si ça vous intéresse bien évidemment, et je vais essayer de vous dévoiler quelques spoils pour la suite, d'essayer de lever un petit peu le rideau sur la suite des événements, qui sera en fait autant votre aventure, et c'est un vôtre de majesté, hein, voilà, carrément, que la mienne. Ok. Eh bien, on va quand même te demander quand même de te présenter, au moins un petit peu, donc qui tu es, d'où tu viens et ce que tu as envie de dire. C'est bien, là, c'est très confortable. Donc, on va parler confection des crêpes et météorologie actuelle. Là, il pleut chez moi. Donc, je suis Helmut Banner. Vous me connaissez peut-être sous ma casquette de rédac chef du Journal du Coin. Donc, le média français sur la crypto et la blockchain. Le plus gros média, d'ailleurs, je pense. Une bonne référence francophone dans le milieu, quoi. Voilà. On va dire que tu t'y connais en crypto-monnaie. Je vous laisse le dire vous-même. Voilà, simplement, on est disons qu'on représente un petit peu quelque chose à l'échelle de l'écosystème FR, au-delà des chiffres, au-delà de l'audience qui sont
des datas qui ont l'intérêt d'être tangibles et qui sont en l'occurrence excellentes, hein, autant en raison de l'intérêt du média que aussi de l'ambiance actuelle. Hein. Et forcément, tous nos amis et notre famille qui se moquaient quelque peu parfois de nous s'intéressent tout à coup à notre avis sur la question, comme vous le constatez tous, chacun à votre échelle. Donc le journal du coin est référent sur ça. Et puis il a une antériorité. C'est-à-dire qu'en France, dans la francophonie, eh bien, beaucoup de gens ont un peu grandi depuis 2017, les créations du média, avec le journal. Du coup, il y a une espèce de cercle vertueux, hein, avec des interactions, beaucoup de gens qui étaient des auditeurs de l'audience au départ de JDC sont devenus des acteurs du JDC. Et c'est une des magies de notre petite communauté, finalement, cette espèce d'interaction perpétuelle. Donc voilà, je suis rédacteur en chef du Journal du Coin. Par ailleurs, comme nous tous un petit peu aussi, j'ai eu une vie avant. On n'a pas encore... Hein, on connaîtra ça dans la décennie qui vient, mais on n'a pas encore d'école pour devenir maître S-blockchain ou alchimiste crypto, hein, ça viendra. Et on n'a pas non plus d'école pour faire une formation de crypto-journalisme. Non. Donc, au même titre que tous mes collègues, que tous mes associés au sein du média et de son écosystème, hein, parce que le JDC est un peu plus large que le seul JDC, eh bien, on a eu des vies avant. La mienne, en l'occurrence, elle était structurée autour du conseil stratégique aux entreprises et de ce qu'on appelle l'intelligence économique. Donc ça, c'est la partie chiante de mon CV. Donc voilà, je ferme cette porte. Et puis, en parallèle donc, de mes activités de rédac chef aujourd'hui, effectivement, eh bien, je m'investis dans des projets, dans des petits projets à côté, pour deux raisons. Premièrement, parce que j'adore ça. Et puis, parce que je pense que quand on est un acteur média, en l'occurrence, alors que ça soit YouTube, que ça soit un journal, que ça soit vous, moi, ou d'une manière générale, tous les gens qui sont un peu investis dans la communication et dans le faire connaître au-delà des frontières de notre écosystème, je pense que c'est très important d'être aussi un peu entrepreneur pour se confronter à la réalité des gens avec lesquels on interagit beaucoup aussi, les initiatives économiques, les initiatives industrielles, les initiatives technologiques, etc. Donc pour toutes ces raisons, je suis aujourd'hui effectivement en train de mener mon petit projet d'Inovox, qui est donc un peu notre sujet du jour, ce qui me ravit profondément, parce que qu'est-ce qu'on peut avoir de plus envie dans la vie que de parler de dinosaures avec des amis, très honnêtement. Le reste, bon, hein, c'est pour s'occuper. Mais là, voilà, on est vraiment dans le dur du sujet. Exactement. Voilà, dans les grandes lignes. Ok, très bien, merci. Très bien, ouais, merci, hein, c'est clair, ça fait plaisir, quoi. Bon, petite question autre... Quand et comment est-ce que tu es tombé dans la crypto, notre cher Helmut Banner? Ah, mes très chers amis belges, donc c'est une question bien évidemment qui est récurrente et qui est un peu qui fait partie de notre ADN à tous, hein, finalement. À quel moment il y a eu ce moment d'épiphanie autour de Bitcoin souvent, ou de la crypto, ou d'un quelconque shitcoin? Moi, en l'occurrence, ça a été de manière étonnante, parce qu'il a fallu que je présente en 2015-2016, auprès d'entreprises et auprès d'institutions aussi, il a fallu que je présente le potentiel des registres distribués et de Bitcoin. Tout l'exercice à l'époque, et il continue à être valide aujourd'hui, c'était d'éviter d'enfumer l'esprit des gens en mettant Bitcoin en avant, afin qu'ils ne rentrent pas dans le fameux biais qu'on connaît tous, monnaie du terrorisme, qui fait brûler la forêt amazonienne, décès de bébés phoques, etc. Bitcoin perd tous les mots. Donc il fallait mettre en avant les qualités intrinsèques des technologies de registre distribué, donc de la blockchain, mettre en avant les intérêts des smart contracts qui étaient émergents sur Ethereum, face à des publics assez rétifs, assez dans la résistance au changement, et a fortiori des publics, dans des écosystèmes français dont on sait que culturellement, on a parfois quelques difficultés à faire passer les idées innovantes. Voilà. Donc, à l'époque, j'en parle beaucoup, à beaucoup de monde, et je m'auto-FOMO, comme on fait quand on écrit un article ou qu'on fait une vidéo sur un projet. Traditionnellement, au bout de 30 minutes, si on n'est pas convaincu soi-même par ce qu'on est en train d'expliquer, c'est qu'on a raté quelque chose. Là, je fais un article sur un super projet depuis ce matin, là, juste avant qu'on discute. Je le connaissais peu il y a 2 heures. Je n'ai plus qu'une envie là tout de suite, c'est de me ruer sur Uniswap pour faire un total all-in. Voilà. Donc à l'époque, j'en parle beaucoup en 2015-2016 à des entreprises que je sensibilise au sujet. Mais il se trouve qu'on n'a pas à ce moment-là les outils aussi faciles d'accès, les plateformes aussi ergonomiques qu'on a aujourd'hui. Et je fais du rien, je n'achète rien, si ce n'est quelques tokens que je teste dans le cadre d'un faucet, enfin bref.
Donc évidemment, ça fait partie des épines que je me traîne depuis lors. Quand je m'endors le soir, j'y repense, tu vois. On a tous ça, le côté si j'avais su, j'en aurais pris plus, si j'avais su, j'en aurais pris tout court. Donc, si j'avais su, je me serais écouté. Voilà, donc mon épiphanie crypto, elle est à ce moment-là. Et puis mon entrée vraiment dans les marchés, elle se fait, pour ainsi dire, au pire moment, c'est-à-dire vers mars 2017. Avec ce côté énorme freeride qu'on prendra dans les 8 mois qui suivront et qui me font perdre d'une manière générale tout discernement. Il y a le côté, à cette époque, il faut imaginer quand même, et ça c'est important pour les gens qui découvrent et qui sont là depuis quelques mois ou même depuis 2020, rien ne vous prépare à ça. Non. Ça n'a pas de sens. Vous allez perdre votre discernement. Quand on parle de bull run, on parle de beer, on parle de petits coups là. C'est pas ça le bull run ce qui se passe. Non, c'est pas ça ce qui se passe là. Ouais, non, c'est clair. Voilà. Je pense que et moi, on a aussi la même histoire. Donc, on a exactement la même histoire que toi. En fait, ça va trouver un écho chez beaucoup de monde, ça. Ouais, c'est la même période en fait. Parce que moi, D-Batch, faut savoir que moi, c'est D-Batch qui m'en a parlé. Il m'en a parlé fin 2016, je pense, un D-Batch ou début 2017. 2017, début 2017. Ouais. Et il m'en parlait. Et oui, c'est ça. Et moi, j'étais dans la bourse traditionnelle. Et comme disait les trucs, c'est pas possible, quoi. Et j'ai commencé à observer. Et j'ai commencé à rentrer dans les cryptos aussi mars 2017. Bitcoin était à $400, je pense, si je me souviens bien. Et après, j'ai connu comme toi le bull run. Et waouh, le discernement, il est parti, quoi. Hop, il s'est envolé. Donc voilà, je comprends et je conçois exactement de quoi tu veux parler, quoi. C'est clair, ouais. Voilà. Alors ça sonne un petit peu, tu sais, ça sonne un peu boomer. Ça sonne un peu, vous les jeunes, vous pouvez pas comprendre. Ouais, mais pourquoi la relance dans ce propos, et même mieux, si, par extraordinaire, on refait un revival là, de 2015 avec le fameux double. Je ne suis pas convaincu qu'on n'aura pas un copier-coller et l'intensité ne sera probablement pas la même, mais même si c'était moitié moins, on va y avoir droit. Eh bien, même nous, même vous, les amis belges, même moi, même les équipes, même les gens, même les vétérans, mais ça va être pareil. On va repartir dans un n'importe quoi général. Parce qu'on a tous un seuil de tolérance à ça, et la crypto nous met au-delà de ce seuil de tolérance. Et c'est ça qui est magique aussi, franchement. Très honnêtement. C'est aussi pour ça qu'on est là. On n'aura pas l'ivresse sans la gueule de bois. C'est un truc que je dis souvent, mais qui est pertinent en l'occurrence. Voilà. Donc soyez prudents, etc. Mais bon, on va y revenir éventuellement. Ouais, c'est clair. Ouais. Moi, la gueule de bois, j'ai déjà vu. J'ai eu l'ivresse et j'ai eu la gueule de bois, tu vois. Donc là, je suis seulement en train de me réveiller. Tu vois, petit à petit, je me réveille. Tu vois, mais j'ai eu la gueule de bois monstrueuse, quoi. Ça, c'est sûr. Donc, allez. En tout cas, merci pour tes expériences. Ça fait plaisir. Comme ça, tu partages aussi à ceux qui sont entrés l'année passée ou cette année, qui pensent que la crypto, c'est que du up. Et bien évidemment, des fois, il y a du down et ça fait très, très mal. Alors, une autre question, mon petit D-Batch, pour notre petit Nboot Banner. Est-ce qu'il y a des questions dans le chat aussi? Est-ce que tu as vu des questions dans le chat ou On parle beaucoup du Shiba, mais ça n'a rien à voir. Quelle soirée, mes amis. Truc de fou, quoi. Par contre, il a fort chuté, mais il est déjà remonté. Mais oui. Voilà, sinon, pour revenir à Dinovox, voilà, pourquoi les dinosaures? Est-ce que tu serais fan de Jurassic Park par hasard? Alors déjà, ouais, déjà, pourquoi pas les dinosaures? Arrive un moment, si tu n'aimes pas les dinosaures quand tu es enfant, c'est qu'à un moment, tu as raté ta jeunesse. Tu vois, au-delà de ça, tu as raté ta vie à 50 ans pour d'autres raisons. Si tu n'as pas eu des T-Rex en plastique qui attaquaient à peu près tout et n'importe quoi dans ton coffre à jouer, tu as un petit peu raté ta jeunesse. Donc, au-delà de la narration, voilà, c'est une de mes autres vies, avant celle que je viens de très rapidement évoquer. C'est le jeune Helmut qui voulait être paléontologue. C'est-à-dire qui s'imaginait bien avec un pinceau en train de gratter des manosques à droite à gauche. Trop fort, quoi, pareil, quoi, j'hallucine. Toi, t'as le même âge que moi, c'est pas possible, quoi. C'est très possible. Donc, il y a cette appétence, à tout ce qui fait plus de 10 mètres de haut et qui porte noblement des écailles. J'ai eu la chance de manipuler des os de dinosaures, j'ai eu la chance d'en trouver des fragments. J'étais quand même bien investi là-dedans. C'est pas juste, j'ai eu le truc Mattel pour vaguement gratter un machin en plastoc. J'ai fait des chantiers de fouilles, etc. Sympa. Donc la paléontologie a eu une grosse part dans ma vie, et le T-Rex, évidemment, on a eu une grosse autre aussi. Et puis, pour évidemment rebondir sur la question de D-Batch, je suis un gros geek pour tout ce qui va toucher à la culture, notamment geek des années 80-90. Tous les blockbusters, je suis un fan absolu de tout ce qui touche à Jurassic Park. Je garde une âme de gamin de manière absolument assumée.
Donc voilà, ça continue même aujourd'hui. Hein, voilà, j'entends le générique de Jurassic Park, ça me met dans un état second. Voilà, toute dignité, voilà, mise de côté. C'est aussi pour ça que du coup, c'est le petit dinosaure a toujours été ma marque de fabrique. Enfin, a toujours été. On a l'impression que que j'ai commencé en 82. C'est pas l'idée, mais donc ça s'est fait naturellement. Voilà. Parfois les bonnes idées, ça s'est fait comme ça. D'aussi loin que je me souvienne, ton avatar sur Twitter, c'est un T-Rex, quoi. C'est le petit truc d'aussi loin que je me souvienne, c'est ça, quoi. C'est le dernier dino qui reste quand tout Internet t'a abandonné. J'aime bien le symbole. Ouais, c'est ça, exactement. Ah ben voilà, perso, écoute, Jurassic Park, pareil. Voilà, écoute, pareil. Moi, je pense à ça, j'ai les yeux d'enfant encore. Je suppose que toi aussi, mon D-Batch. Oui, bien sûr. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions dans le chat maintenant pour notre ami très intéressant TechPL. Quand on voit les NFT animés, il y a background en graphisme derrière. Est-ce que tu as appris sur le tas? Ça donne envie d'en faire. Alors, chose extrêmement importante. Je suis aussi compétent en graphisme que vous pouvez l'être en astrophysique. J'espère que vous n'êtes pas astrophysicien, sinon je vais avoir l'air d'un blaireau avec ma comparaison. Okay. Ce n'est pas moi qui commets ces magnifiques NFT. C'est un peu celui que je qualifie sans peine de cofondateur du projet Dinovox, que vous allez découvrir un petit peu au fur et à mesure. Hein, parce qu'encore une fois, il faut bien souligner le fait que je fonctionne justement à un rythme que je qualifierais de géologique. Je prends mon temps. J'ai tout mon temps pour le projet Dinovox. Je ne vais pas chercher à vous faire monter la hype pour n'importe quoi. Je ne vais pas vous promettre un mint à l'arrache dans 3 semaines parce que tu connais, machin, vas-y, il y en aura 9999, il y en a des rares. Ça ne va pas du tout se passer comme ça. Les gens qui auront envie de se joindre au projet Dinovox, et ce projet va être à la fois super sympa, large et sur le long terme, le pourront. Et typiquement, donc c'est pas moi qui design les Dinovox, c'est moi qui donne un peu une direction artistique, hein, bien évidemment, mais c'est on va dire, quelqu'un que je qualifierais de directeur créatif sur le projet. Et bien, qui est derrière ce travail qui, moi, me met à genoux. Hein. Je vais vous le dire très clairement, c'est pas parce que c'est mon projet et que du coup, j'ai tendance à le vendre naturellement et que j'ai un biais. Et encore, vous voyez que les Dinovox que je qualifie de commun, sans que ce soit péjoratif. Voilà, ce qui vient derrière, c'est magique. Ça, proprement parlé, c'est magique. Voilà. Ah, dans les tweets, justement, du retweet, il y en a un que tu as posé là, un pote à Barnabé qui n'était peut-être pas qu'un T-Rex, mais peut-être un Diplodocus ou quelque chose qui y ressemble. Donc oui, allons-y pour les scoops, allons-y, je me mets à nu. Il y aura d'autres types de dinosaures, il n'y aura pas que du T-Rex, parce que je ne veux pas donner l'impression que c'est une espèce de délire mégalomaniaque autour du T-Rex de Helmut Banner. Il y aura d'autres dinosaures tout aussi adorables les uns que les autres. Voilà. Petite question, est-ce que tu vas leur mettre des plumes? Des plumes? Alors, comme tu es toi-même un paléontologue en herbe, mais vraiment en herbe. L'évolution, ce serait d'une parfaite logique. Donc, elle est bien cette question, parce que si tu veux que je dise à ça, moi. Ouais, pourquoi pas? Pourquoi pas, oui, écoute, sky is the limit. Voilà. C'est clair. Ils sont encore là, les dinosaures, au final, apparemment. Enfin, il y a quelques années maintenant qu'on sait que c'est des oiseaux. Hein. Enfin, une certaine branche des dinosaures sont devenus les oiseaux, donc voilà, c'est pour ça, les plumes. Je sais pas si quelqu'un d'autre a une question dans le chat, ou est-ce qu'on peut continuer notre petite question, D-Batch? Oui, on va continuer. Donc, pour commencer, le projet se base sur les NFT. Est-ce que tu pourrais expliquer brièvement le concept des NFT pour ceux qui ne connaissent pas et qui sont intéressés mais ne savent pas comment y accéder? Alors, considérez ce qui va suivre comme étant une présentation pour quelqu'un qui part de zéro ou à peu près zéro. Vous venez de rentrer dans l'écosystème crypto-monétaire, donc vous avez compris, à minima, qu'un Bitcoin, un Ethereum, un ADA, un Ripple, ce sont des tokens, des jetons, des actifs crypto. Il y en a 1 million, 21 millions, X milliards. Dans le cas de bestioles du genre Shiba Inu, on parle de quadrillions et des poussières, bref. Tous ces tokens, quelle que soit leur valeur, quelle que soit leur densité, quel que soit leur prestige, pour parler de Bitcoin, sont équivalents les uns aux autres.
un bitcoin égale un bitcoin. Votre bitcoin n'est pas associé à une quelconque identité, c'est une unité d'une mesure. C'est un 1. Bon. Les NFT sont aussi des actifs cryptographiques, c'est-à-dire qu'au même titre que les tokens, que les jetons, que les actifs crypto, ils évoluent sur des blockchains, des chaînes de blocs, des réseaux distribués qui fonctionnent par le biais de différents processus, de différents protocoles. La seule chose avec les NFT, qui signifie non-fungible token, donc des tokens non fongibles, c'est que chacun de ces jetons a une identité propre, unique et impossible à falsifier. Ça, c'est pour la présentation formelle. Il faut considérer un NFT comme un item numérique, virtuel, qui a besoin d'un réseau pour fonctionner, mais qui a des propriétés spécifiques. Très rapidement, dans l'industrie, on s'est aperçu que ces propriétés très spécifiques, qui sont apparues finalement assez récemment par rapport à l'industrie cryptographique, pouvaient servir à l'authentification de choses qui ont une valeur unique elles aussi, notamment les œuvres d'art, notamment des objets dont on veut s'assurer qu'ils ne seront pas confondus avec d'autres objets. Les potentiels sont illimités. Aujourd'hui, on voit beaucoup ces technos associés aux œuvres d'art parce que finalement, c'est un use case, un cas d'usage très naturel. On associe une œuvre d'art à un NFT qui incarne du coup une œuvre. On sait pertinemment, on peut démontrer que cette œuvre est unique, on peut démontrer qu'elle est authentique par le biais de mécaniques qui sont un peu plus compliquées que la simple définition du NFT, qui passe par l'authentification, qui passe par la traçabilité de la création du NFT, qui passe par la validation par l'artiste lui-même, mais également par la plateforme sur laquelle le NFT va être mis à disposition, etc. Ça, c'est un sujet un petit peu plus large. Mais les NFT ont un potentiel bien plus large que entre guillemets, le seul art. C'est juste que c'est très à la mode et que c'est très impressionnant. On a tous entendu parler de la vente ces derniers mois de NFT pour des fortunes. On pense notamment au CryptoPunk, ou Christie. Tu m'étonnes. Truc de fou, quoi. Notamment à Bored App, Yacht App, ce genre de choses. Donc, si vous voulez, vous n'êtes pas obligé d'imprimer de manière correcte tout de suite la notion de NFT parce que ça brise tellement de paradigmes et d'idées préconçues que c'est pas simple à appréhender, c'est normal. Considérez simplement que de voir des acteurs aussi majeurs dans le domaine de l'art traditionnel que Sotheby's ou que des musées d'art moderne notamment, parce que les musées d'art moderne naturellement sont le plus souvent à la pointe de l'absorption de nouvelles technologies. Voir ces acteurs s'accaparer ces technologies et la démonstration qu'il se passe quelque chose de fondamental autour des NFT. Donc voilà, un NFT, c'est un jeton unique, spécifique, avec des caractéristiques qu'on ne retrouve nulle part ailleurs, et c'est ce qui fait sa proposition de valeur. Ça va, c'était pas trop touffu? C'était parfait, c'était bien exhaustif. Ouais, c'était vraiment exactement ce que c'est un NFT, quoi. Et comme tu dis, pour l'instant l'art, c'est qu'une application, parce qu'il y a tellement d'autres applications des NFT. Par exemple, rien que le suivi d'objets. Une paire de chaussures, voilà, une paire de chaussures Nike que tu achètes, tu peux y mettre un NFT, comme quand on sait bien que c'est ce numéro-là, que c'est celle-là, voilà, et tout peut avoir un NFT en fait. Tu peux transférer la propriété d'une voiture par un NFT. Donc ta voiture avec ce numéro de châssis-là, elle est sur un NFT qui se trouve sur une blockchain. Tu transmets les NFT par téléphone et le mec il est propriétaire de ta voiture. Ça peut être tout. Et en fait, c'est un petit peu dans les jeux vidéo aussi, ouais. Vas-y, Dibatch. Oui, dans les jeux vidéo, donc dans des jeux online, par exemple, avoir des objets uniques qu'on va pouvoir être le seul possesseur et pouvoir échanger directement peut-être avec d'autres joueurs. Donc, voilà, c'est ça. Ça donne des possibilités infinies. Infinies, en fait. Tout ce qui est échange et tout ce qui est commerce, pour moi, c'est mon job, le retail. Moi, je vois vraiment un potentiel du NFT au-delà de l'art, parce que l'art, comme tu disais, c'est naturel que c'en est venu, parce que l'art, une œuvre d'art est unique. Par exemple, la Joconde, il n'y en a qu'une, parce que c'est une œuvre d'art, parce que voilà, on ne sait pas la reproduire, on ne saura jamais reproduire ça. Même un copiste pourrait la refaire 1000 fois, ça serait quand même pas la Joconde. Et le NFT, c'est pareil, c'est ça qui est vraiment beau. Voilà, c'est ça qui est beau. Mais il y a tellement d'autres applications et c'est ça, en fait, là, on voit vraiment la pointe de l'iceberg. Mais vraiment la pointe, hein, c'est même pas, c'est vraiment que la pointe qu'on voit. Il y a encore la partie qui est immergée et puis le reste qui est submergé, quoi. Et je pense vraiment que le NFT, ça va révolutionner beaucoup de choses et surtout le rapport entre les personnes et les biens. Pour moi. Mais bon, ça, c'est mon point de vue, bien évidemment. On pourrait dire que le NFT, c'est l'hyper-propriété. Oui. C'est-à-dire que ça disrupte la notion de propriété qui, jusqu'à aujourd'hui, de toute éternité, était associée à la validation par des autorités tierces. Autorités tierces qui sont régies par leurs propres règles. Exactement. Le NFT qui est votre NFT de manière authentique, il le sera pour l'éternité.
aucune force extérieure ne pourra, alors sauf évidemment des choses violentes, vous comprenez ce que je veux dire. Donc c'est l'hyperpropriété qui s'incruste, en fait, qui s'implémente dans ce qu'on appelle l'Internet de la valeur émergent. Voilà. Ouais. Et puis ça élargit le champ pour plus de monde qu'une minorité. Tout à fait. Exactement. Parce que là, pour revenir à l'art, on a quand même la possibilité, l'art était jusqu'à très récemment, et a toujours un petit peu, par nature, été réservé à une forme d'élitisme. Oui. Oui, c'est carrément ça, quoi. Est-ce que les gars, vous ne trouvez pas que c'est assez extraordinaire que de voir des gens qui sont plutôt à l'état naturel sur les réseaux, des geeks, des gens comme nous, hein, qui sont issus souvent de classes populaires, et bien devenir de vrais amateurs d'art, devenir de vrais conservateurs. Chacun peut maintenant se créer une appétence à l'art, se créer un style, se créer des envies, se découvrir des goûts, alors que, très honnêtement, aller dans des musées, et encore mieux, acquérir des œuvres dans des salles de vente, c'était réservé aux 1%, et ça l'est encore. Les NFT, il y a aussi cette notion-là. N'importe qui peut commencer très modestement une collection d'œuvres d'art uniques, authentiques, avec la certitude qu'elles le sont, uniques et authentiques, et se créer sa galerie virtuelle et la présenter sans filtre, sans intermédiaire, au grand public, à sa communauté, etc. Ouais. C'est ça, c'est vraiment amener l'art à la personne normale, quoi, et c'est ça qui est vraiment top. Parce que comme tu dis, moi perso les musées, j'aime bien, donc voilà, mais par contre je me suis jamais pointé dans une salle de vente parce que de toute façon j'ai pas le portefeuille de 1, j'ai pas le portefeuille, j'ai pas les codes, comme tu dis, exactement, voilà, j'ai pas le réseau, c'est clair, comme tu dis, voilà, ça passe par ça aussi, cette démocratisation, par le haut et par le bas. Maintenant le NFT jouit quand même d'une certaine hype quand même, à cause justement, enfin grâce ou à cause de, c'est un peu la même chose, mais de tout ce qui s'est passé avec les CryptoPunks, avec ce qui s'est passé, comment il s'appelle l'artiste là qui a vendu son art de 500 000 ouais, voilà. Voilà, il y a eu une certaine hype qui est venue derrière. Il y a beaucoup de gens qui espèrent devenir millionnaires avec des NFT qu'ils achètent maintenant et qui minent pour le moment. C'est vrai, mais c'est vrai aussi que la spéculation n'est pas apparue avec les CryptoPunks, quoi. Hein. La spéculation, c'est un biais humain, hein. C'est pas un... Oui, les cryptos sont pour rien, hein. Encore une fois, on agrège ça autour de la crypto ou des NFT, mais grâce à ça, au final, justement, le NFT a pris son essor et plein de gens, comme tu dis, peuvent en acquérir sans vraiment comprendre des fois ce que ça peut représenter, je pense. Mais c'est vraiment, pour moi, quelque chose de très très bien, quoi. C'est le futur, quoi. Rien à dire. Sur le crypto, c'est le futur. On est dans le futur. Donc ça c'est évident. J'avais une question pour toi d'un auditeur. C'est une bête question, simple question, mais pourquoi pas la poser. C'était Mister Problem qui demandait sous quelle blockchain tourne le projet ou tournera le projet. Quand je dis que les questions simples sont les pires. Aujourd'hui, les Dynavox de la lignée History, j'aurai l'occasion d'en reparler si jamais ça vous intéresse, hein, de la coexistence de différents types de Dynavox. Donc les quelques spécimens sont sur Ethereum, donc en ERC 271. Par ailleurs, les Dynavox qui sont émis dans le cadre d'opérations de communication ou de partenariat. Donc, on a eu des séries Aleph, on a eu une série Cryptodidacte, pour ceux qui connaissent notre jeune ami à la chevelure rouge. On a eu une série Bybit, voilà. Ces Dynavox-là sont mintés en plusieurs spécimens et n'ont de valeur que comme collectibles. Il ne faut pas les voir comme autre chose que comme des œuvres qui se valent pour ce qu'elles sont, c'est-à-dire quelque chose de joli. Il y a une petite subtilité à intégrer néanmoins. Ces Dynavox qui sont donc mintés, eux, sur la Binance Smart Chain pour des problématiques autour du coût, sont associés systématiquement à un spécimen que je qualifie de Genesis, qui lui, en revanche, est intégré à la lignée Genesis qui est sur Ethereum pour le moment. Alors, je ne sais pas si c'est très clair, dit comme ça. Mais autrement dit, on a la lignée Genesis qui est sur Ethereum. Elle comprend de sympathiques sauriens du type Barnabé, de Barnabé ou Gaspard, mais également les Genesis des séries spéciales comme celles qu'on voit défiler. Et par ailleurs, on a une série de 10 ou 20 spécimens qui sont des collectibles. Ils n'en ont pas moins une valeur de collectible. Je les comparerais, ça vaut ce que ça vaut, mais je les comparerais typiquement à des porte-clés ou à des goodies qu'on pouvait se faire remettre au siècle dernier dans le cadre d'opérations commerciales et marketing. Des petites choses qui sont, entre guillemets, sans prétention, mais qui pour autant vont incarner dans le futur des choses.
et leur quantité limitée, bien évidemment, a vocation à leur conserver, malgré tout, une forme de valeur, de par cette rareté de nombre de spécimens. Okay. Donc aujourd'hui, Binance Smart Chain pour les opérations de communication et pour des questions de coût essentiellement et de facilité et de rapidité d'exécution, parce que voilà. Et donc la lignée principale est sur Ethereum. Et comme vous l'avez noté, si vous suivez un petit peu le projet, je suis actuellement dans une réflexion pour déterminer sur quelle architecture de chaîne on va travailler en dur pour de vrai, quand le projet va réellement démarrer. Et pour l'instant, je mets ça à l'écran, voilà. D'ailleurs. Pour l'instant, pour ceux qui me connaissent, ça les fera marrer, et puis pour les autres, voilà. Il est très très possible que on s'achemine vers une architecture de type Elrond. Okay. Premièrement, parce que c'est un projet que j'apprécie tout particulièrement. Secondairement, parce que la promesse technologique, notamment autour de leur approche des NFT, mais également du mint, de leur standard de token. On a l'ERC20 chez Ethereum, on va avoir l'ESDT chez Elrond. Ce sont des technos qui m'intéressent beaucoup. Elles sont extrêmement efficientes, elles sont extrêmement peu chères. Et pour moi, clairement, on est sur de la plateforme typiquement d'avenir pour ça, quoi. Et j'ajouterais que, et là c'est plus, on va dire, un peu plus centré sur ma perception de la chose, des projets comme Dynavox et le métaverse qui va aller autour, on va en parler dans un instant, il y en a déjà beaucoup. J'avoue que je me chauffe bien à l'idée de monter le premier ou un des tout premiers métaverses sur l'architecture Elrond. Parce qu'il y a ce côté, voilà, c'est pionnier, c'est nouveau, c'est au moins, c'est toujours simple. Même si tu réussis pas ou pas autant que tu avais prévu, bah, c'est plaisant, tu as été le premier, tu as ouvert la voie. Et ça c'est clair. Voilà. Ouais, ça peut être sympa. D'ailleurs, je t'ai mis tes petites îles. Donc voilà, on a un exemple de Fantasy Island. Sur l'écran. Ouais. Ça pourrait être sympa, Alors, il y a une question très intéressante de TechPF. Du coup, imaginons que le projet soit développé sur Elrond. Si on a des Dynavox collectifs sur ABSC, ils seront recréés sur Elrond Oui. Alors, ceux qui seront sur Ethereum passeront par un bridge pour avoir leur équivalent, pour être reminté sous le format Elrond. Quant à ceux qui sont sur la BSC, les collectibles, les 10 ou 20 collectibles resteront, eux, sur la BSC, sauf si on s'aperçoit que finalement, on peut la jouer différemment. Le Genesis, en revanche, lui aussi, rejoindra les îles, en fait, les landes, qui vont constituer le métaverse Dynavox. Enfin, dont fait partie Dynavox. Ok. Ça va du beau en perspective, quoi, carrément bridgé et tout. Il y a carrément du travail, bien évidemment. Il y a du boulot là-dessus. Ne fais pas peur. Donc, et puis encore une fois, je prévois pas de faire les choses après-demain. Ouais, tu take your time, quoi. Voilà. Tranquille. Les choses de valeur prennent du temps à être forgées. Donc, c'est bien dit ça. Ouais, c'est bien dit, c'est clair. Faut mieux prendre son temps que se dépêcher. Ouais. Alors, pour notre culture générale, est-ce que tu peux nous expliquer aussi en quoi consiste ce qu'on appelle les métaverses? Par exemple, justement, on t'en parlait, ouais. Quelques exemples. Alors, il est indispensable que tout le monde soit à jour sur le sujet. Au-delà de notre petit dialogue de ce soir, c'est fort sympathique autour de Dynavox et puis de la crypto. Les métaverses, c'est une notion, c'est une projection qui n'est nulle autre que ce qui va remplacer une grande partie de notre pratique du web aujourd'hui. C'est la prolongation organique de nos usages et de nos pratiques de consommation de produits numériques et d'environnement numérique. Les métaverses, on va tomber un petit peu dans la geekerie et un petit peu dans le cliché, mais si vous connaissez le film Ready Player One, ça vous donne une illustration de ce à quoi aspirent les grandes marques. Je ne dis pas que c'est ce à quoi on va arriver, mais très honnêtement, c'est d'ailleurs le film de Spielberg est parfaitement bien rendu. On a cette espèce de lutte un petit peu de pouvoir entre des grosses multinationales, on va parler de Facebook dans un instant, qui veulent créer des environnements fermés où les gens évolueront, avec un sentiment de totale liberté qui est en fait une mise sous tutelle par les GAFAM d'aujourd'hui et peut-être de nouveaux GAFAM à venir. Et on a aussi toute une frange des gens qui évoluent dans le film et qui évoquent leur perception du jeu. Pardon. Alors, je ne sais pas pour vous, mais je viens de me prendre une botte de nuit sur le museau là. Ouais, c'est ma faute. Je pensais pas qu'il y avait le son.
Ça, je voulais montrer le Metaverse Festival. On a toute une frange de gens qui sont des gamers souvent, hein, qui incarnent un petit peu ce camp des gens qui veulent avoir beaucoup de liberté et surtout beaucoup de propriété sur ce qu'ils font et de liberté dans ce dans quoi ils évoluent, qui défendent une position autour de plus de liberté et pas de contrôle externe. Donc, les métaverses, ce sont des environnements en réalité augmentée dans lequel il sera possible d'évoluer dans le cadre d'une navigation, de ce qui incarnera la navigation web. On commence à en voir les prémices aujourd'hui. Donc là, tu viens de le montrer. Alors là, on est vraiment dans la crypto, mais tu viens d'en montrer un exemple sur Decentraland. Donc avec des un des premiers projets sur lesquels j'ai investi d'ailleurs. Je pense qu'il a fait preuve d'une grande intelligence tactique en faisant ça. Sauf que j'ai vendu un peu comme un beauf, tu vois. Donc, ceci était une grosse erreur tactique. Donc, les métaverses, ça va être une grande partie de notre future consommation de contenu, mais pas seulement de l'entertainment, parce que là, forcément, on y arrive par du fun, on va y arriver par des concerts, on va y arriver par des manifestations online qui va être possible de rejoindre avec des lunettes de réalité augmentée, des casques, un Oculus, par exemple, ce genre de choses. Et puis, de plus en plus, le truc va se businessiser, va se casualiser, et on va se retrouver avec des métaverses spécialisés, entertainment, avec des métaverses autour du commercial, vous pourrez déambuler dans des galeries commerciales, des métaverses autour du travail, du vôtre, de travail, des réunions, ça existe déjà, encore une fois, hein, la techno existe, les choses existent déjà. Il vous semblera, dans quelques années aussi naturel, de mettre le casque sur les oreilles, voire sur les yeux, et de rentrer dans un métaverse en réalité augmentée dans votre salon, qu'il est naturel aujourd'hui de lancer son navigateur pour se balader sur Facebook ou sur un site internet commercial quelconque. Alors, pourquoi c'est la suite des événements? Personne ne l'a vraiment décidé, ça. C'est simplement que ça va avec le 3 Web, voilà, la suite du Web 2.0, et que ça suit les demandes des gens d'avoir une immersion de plus en plus soutenue dans des environnements. Il y a beaucoup de raisons à ça. Il y a des raisons qui sont d'ordre technologique. On va le faire parce que c'est devenu possible. Les débits, les 5G, les technologies vont permettre de le faire. Donc, on va le faire parce que l'homme fonctionne comme ça. On fait les choses parce qu'on peut les faire. Et puis, on a tous subi 2 ans de confinement. On a tous subi une révolution de nos usages, une révolution de notre relation au travail, de notre relation aux autres. Et on a de plus en plus développé cette capacité à se dire que finalement, pour beaucoup d'entre nous, c'est super bien d'être à distance, c'est super bien d'être à la maison, de se projeter sur le monde et non plus de se projeter soi-même sur le monde. Je ne suis pas là pour dire que c'est bien ou pas bien, c'est un simple constat. Mais cette pandémie a créé un extraordinaire benchmark test pour les gros acteurs du numérique aujourd'hui, les GAFAM, pour anticiper la suite. Et la suite, c'est Facebook qui engage 2 fois 10 000 personnes en Amérique du Nord, et en Europe, vous avez parfaitement suivi, pour travailler sur la décennie qui vient, sur le métaverse. Et Facebook est tellement convaincu de la stratégie qu'il compte appliquer que Facebook va même changer de nom. Alors évidemment, Facebook veut se rebrander parce que Facebook maintenant c'est Cambridge Analytica, Facebook c'est le mal, Facebook c'est Big Brother, donc ils vont en profiter pour un peu comme Google Alphabet à l'époque. Mais surtout, je ne sais pas quel va être le nouveau branding de Facebook, mais dans la décennie qui vient, Facebook veut devenir l'oasis qu'on voit dans Ready Player One. Ouais. Donc voilà, excusez-moi, la réponse est un peu longue, je suis désolé. Non, tracasse. Non, c'est bien parce que moi, il y a des auditeurs qui ne se rendent même pas compte peut-être exactement ce que c'est. Ça c'est bien, tu en as fait une grande définition et tu as donné plein d'exemples, donc c'est intéressant. Et pour rebondir sur Facebook, d'ailleurs, ils veulent vraiment même faire carrément la réalité augmentée et même la réalité virtuelle. J'ai vu quelques articles dernièrement avec Oculus, des trucs comme ça. J'ai cru voir qu'ils avaient racheté Oculus, mais je suis pas certain. Donc je dis peut-être une bêtise, tu vois, par rapport au casque de réalité virtuelle, mais c'est sûr qu'un jour on mettra notre casque comme dans ce film. Hein. C'est déjà au boulot, moi mes réunions je les fais sur Teams. Donc ça voilà, c'est l'antichambre de nos pratiques de dans quelques années, ça va aller très vite. Les décisions sont déjà prises d'un point de vue organisationnel et stratégique. Quand Facebook annonce son virage et son embauche, vous imaginez bien que ça ne les a pas pris lundi dernier à l'occasion du Meet à 9h. C'est des mécaniques très lourdes qui se mettent en branle sous nos yeux. Ouais, ça va changer fondamentalement notre façon de vivre, ça c'est sûr. Ah oui, c'est un choix de société parce que, comme tu l'as si bien dit, c'est nous amener encore plus dans un monde centralisé, sous la coupe de GAFAM quelconque.
Et c'est Voilà. là que la crypto, que notre écosystème a évidemment, et vous le savez parfaitement tout comme moi, un rôle absolument majeur à jouer en tant qu'alternative. Alternative, ouais. Et c'est peut-être aussi pour ça que pour l'instant, comme tu disais avec YouTube par exemple, j'ai quand même l'impression qu'il y a certaines attaques qu'on ne dit pas, mais qui sont quand même bien réelles. Venant de là, allez, juste un exemple. Pourquoi est-ce qu'on taxe autant le trading des crypto-monnaies alors que lorsque tu trades normalement, ça c'est pas autant. Tu vois, il y a plein de choses, je trouve, une dualité entre le décentralisé et le centralisé. À croire que le décentralisé, ben, c'est un peu Satan pour les autorités, et le centralisé, bien évidemment, c'est pour eux, c'est le plus important. Et moi, ça me fait un petit peu réfléchir par rapport à tout ça. C'est est-ce que le décentralisé va vraiment être l'avenir, ou alors le décentralisé contrôlé va être l'avenir. Là est la chose, quoi. Donc, l'espace crypto a forcément comment dire, son rôle à jouer, mais est-ce que l'espace crypto va vraiment rester dans le futur comme nous on le connaît pour l'instant? Je pense que ça va être compliqué, quoi. Ou pas. Je peux me tromper, bien évidemment. Voilà, alors, on verra bien dans 5-10 ans. Ouais, moi, de toute façon, d'ici là, on sera tous derrière notre écran, comme on l'est déjà. Et alors, quelques petites questions sur le chat. On va regarder à ça, s'il y a des petites questions pour le chat. Beaucoup de promesses sur Rigolt, mais pas encore de livraison. Bah ouais, mais bon, ça prend du temps quand tu tapes sur quelque chose, encore une fois. Si tu fais un truc du jour au lendemain, tu te dis tout bien, c'est pour le pognon. C'est surtout grâce à Ethereum sécurité. On pourrait se voir. Est-ce qu'il y a des questions, les gars? Facebook a racheté Oculus pour 2 milliards de dollars, si je me trompe pas. Voilà. Il me semblait bien que Facebook avait racheté. Non, il n'y a pas trop de questions. Ce qu'il y a, c'est que quand tu poses une question à Helmut, il te répond, mais vraiment sur tous les points, les aspects. Donc ouais. Je pense qu'ils écoutent bien ce que tu dis, et puis ils disent, ah ouais, quand même, tu vois. Ah ouais, ça, cette application-là. Ah ouais, ça va jusque là. Donc voilà, quoi. Alors, moi, je voulais savoir de ce que tu pensais d'OVR. Allez, ce sera autre chose. Pour une fois, on va parler crypto. C'est vraiment la seule question qu'on va parler hors d'Innovox. Non, c'est bien de parler d'autres choses aussi. Hein, oui, mais on est quand même là pour ça, quoi. Moi, je suis très fan. Et d'ailleurs, je suis très fan. Et d'ailleurs, le métavers qui va se construire, autour de Dynavox. Dynavox, encore une fois, c'est la friandise que je vous mets sous le nez. Dynavox, c'est la petite flûte, vous savez, avec les rongeurs. Je vous offre des Dynavox, vous allez les suivre parce que vous allez les kiffer et parce qu'ils sont canons, et ils vont vous amener dans un environnement qui est beaucoup plus large finalement que le projet Dynavox, qui finalement va être une île. Il y aura une île Dynavox que vous avez peut-être entreaperçu. Je l'ai vu, moi, Twitter, je pense. À l'occasion. Ouais, je l'ai vu une fois. Et elle ressemble à un dinosaure du dessus, ou elle ressemble très originalement à un dinosaure. Donc, il me semble, ouais. Donc voilà. Et OVR, c'est extrêmement intéressant ce qu'ils font, déjà parce que ils ont une technologie qui est solide. Et ils sont très largement sous le radar, soumis qu'ils sont justement à un manque de compréhension relatif du projet. Tout le monde se dit, mais quel sens ça a de balancer des hexagones à travers la planète et de les vendre comme si c'était de la propriété réelle? Ouais. L'intérêt, c'est d'être les premiers à faire ça. Et l'intérêt, c'est d'avoir la tech et la légitimité de la première manip vraiment solide d'un point de vue foncier, pour décliner ensuite et créer le modèle économique en seconde couche. Et c'est très exactement ce qu'ils font. OVR, ils prennent leur temps. Le token est utile, c'est vraiment un utilities au sens premier du terme. Et leur approche de transposer un métavers ou des métaverses sur la réalité géodésique, géographique, physique du monde, c'est simple et c'est efficace. Et ça va irriguer en partie le projet que je vais déployer a priori maintenant en 2022 en termes de feuille de route autour de la logique de Land autour de Dynavox. Donc très fan d'OVR. Donc la question fait une bouche, quoi. Dans le sens de la com qui est solide, quoi. Ils ont vendu la Tour Eiffel il n'y a pas longtemps, c'est quand même... Vous savez, on dirait, encore une fois, je suis désolé, je suis assez cinéphile, on dirait dans Despicable Me, là, quand Gru, le méchant, entre guillemets, vend une pyramide ou une bêtise du genre, ça ferait fort. Il faut
quand même être très très fort pour vendre la Tour Eiffel. C'est pas la première fois qu'elle est vendue d'ailleurs. Hein. Ça date du début du XXe siècle. Hein. La Tour Eiffel a déjà été vendue par le passé, par des escrocs. Mais bref, c'est un autre sujet. Vous irez regarder sur Google. Ouais, c'est un petit peu comme celui-là qui a vendu des terrains sur la Lune, quoi. C'est la même chose dans les années 90, enfin 90, il me semble, Alors, si je me souviens bien. C'est ça, mais à la limite, la Lune, c'est ce qu'on appelle, c'est un item nuis, c'est un objet sans maître. Ouais. Un objet qui appartient à personne et à tout le monde. Donc, quelque part, tu as champ libre. La Tour Eiffel, elle n'appartient pas à tout le monde. Ah non, ça c'est sûr. Alors, un futur jeu vidéo. Une petite question de Jaja. Un futur jeu vidéo sur Dinovox. Alors, c'est dans les cartons. Parce qu'il est impossible de ne pas prendre le tournant du play to earn à partir du moment où on parle NFT et Metaverse. Donc oui, c'est pas tellement qu'un futur jeu est dans les cartons sur les Dinovox, c'est que l'environnement d'Dinovox va permettre de créer des jeux et va permettre à des créateurs de déployer leur créativité. Hein. Je copyright cette phrase tellement elle est élégante. Donc ces créateurs pourront créer de la créativité dans l'environnement d'Dinovox avec des outils. Et là, pour le coup, au-delà d'OVR, j'ai aussi The Sandbox en tête, clairement, qui est un standard. Hein, qui est un standard. C'est un standard à la fois parce que le monde est en construction perpétuelle, que d'ailleurs personne ne vient tous les matins leur dire mais attendez, when game sir, etc. On sent qu'il faut du temps pour faire ces choses-là. Donc le modèle The Sandbox est très pertinent et va beaucoup inspirer ce qu'on va réaliser sur Dinovox. Ok. Donc au final, Dinovox ne sera pas que pour les dinosaures, quoi. Il pourrait y avoir vraiment tout un panel d'animaux exotiques que les gens créeront ou autre chose sur ce genre de terrain de jeu que tu vas créer, quoi. Tout à fait. L'idée, c'est ça, en fait, un terrain de jeu. Ouais. Finalement, c'est chiant de proposer quelque chose de fini. Voilà, c'est mon projet, achetez-le. C'est pas tellement ma tendance. J'aimerais plutôt proposer des toiles blanches, des terrains de jeu, afin que les gens de la communauté et plus largement une économie se crée à partir d'éléments très modifiables, très modulables, sur lesquels il sera possible de jouer au Lego un petit peu. Hein. Encore une fois, je renvoie à des fondamentaux. Hein. Ouais, mais non, mais c'est très intéressant. C'est clair que laisser une page blanche avec des outils pour pouvoir colorier cette page blanche, c'est très malin. Il n'y a rien à dire. Tu donnes des crayons et une page blanche à un enfant, il décide. D'ailleurs, encore une fois, hein, je les recite. Alors, j'ai beaucoup de respect pour Sébastien Borget, qui est un peu le Ghost in the Shell de The Sandbox. Pas seulement lui, mais quand même, il incarne un petit peu le projet. Finalement, ce qui se passe sur The Sandbox, c'est pas tellement ce que fait The Sandbox aujourd'hui. C'est les gens qui ont des parcelles. D'ailleurs, très, très tôt, j'ai investi dans The Sandbox à titre vraiment personnel. Ceci n'est pas un conseil en investissement. Et ce qui se passe sur The Sandbox, c'est que des gens comme moi, les propriétaires de parcelles, font intervenir sur leurs parcelles des designers, des game designers, des caractères designers. Et là, on a des dingueries qui se créent tous les jours sur les milliers de landes de The Sandbox. Des choses qui couvrent un panel incroyable. On a autant des play to earn qui commencent à émerger que simplement des bâtisses pour le plaisir. On voit qu'il y a une économie parallèle qui se crée avec ces promoteurs, avec ces agences immobilières qui se chargent de vous trouvez la parcelle devant Èvre, c'est recherche appartement sur The Sandbox, quoi. C'est extraordinaire. Ouais, pareil sur Decentraland. Ouais, sur Decentraland, c'est pareil, j'avais acheté un terrain, mais j'ai vendu, voilà. Et c'est clair que voilà, je ne comprenais pas j'ai pas vu plus loin, tu vois. Pourtant, pour la crypto, j'ai vu vraiment très loin, tu vois, je t'avoue mais le truc réalité augmentée et tout, j'y ai pas, même la réalité virtuelle, je tâtonnais un petit peu. Ça, c'est à cause de Google. Mon sentiment, là, avec le flop total des Google Glass, où on s'est rendu compte que finalement non, c'est tout pourri, quoi. Et là il y a une espèce de faux départ. Moi je pense que moi c'est plus la 3D en fait, moi qui m'a, tu vois, les films 3D, je crois que c'est ça qui m'a refroidi, parce que moi je suis vraiment rentré au tout début. Je crois que j'étais dans les premiers acheteurs de Mana quand c'est sorti sur Bitrex à l'époque, et puis quand il y a des landes qui ont été vendues, j'en ai acheté, et après je me suis dit de toute façon ça reste une map avec des carrés, tu possèdes un truc qui augmente de prix, je fais autant que je le vende maintenant, parce que quand ça va s'écrouler, que ça servira à rien, je vais rester la queue entre les jambes, si je puis dire. Et maintenant, quand tu vois tout ce qui se passe sur même Decentraland et comme du Sandbox, c'est impressionnant. C'est vraiment impressionnant. Et voilà. Comme quoi, des fois,
C'est comme ça. Typiquement, faire le pari des métaverses et puis le pari des landes, hein, de l'immobilier virtuel sur NFT, c'est avoir vraiment une logique d'investisseur et pas de spéculateur. Ouais, moi j'ai plus une logique de spécu. La pierre est un petit peu, parfois toute mince, mais voilà. Bah, le spécu va aller chercher le profit, que l'investisseur il va attendre et voir ce que ça peut réellement faire, quoi. Il est prêt à perdre de l'argent pour en gagner plus, tu vois, alors que le spécu, pour moi, dès que j'ai un profit, j'enlève le profit, quoi. Donc c'est vrai que là, des fois, il faut être holder, n'est-ce pas, mon petit D-Batch? Eh oui. For life, toujours. Ouais, exactement. Holder for life. Alors, Rifnel pose la question suivante. Est-ce qu'il y aura un token d'Innovox? Oui. Il y aura un token. Oui, il y aura un actif qui servira à animer l'économie du métaverse, absolument. Ok. Shakispu demande aussi, est-ce qu'il y aura un print 3D d'Innovox pour les holders? Ah, sympa ça. Ça existe déjà. Ça existe déjà? Ça existe déjà. Alors là, on est en phase de tester des trucs. T'as eu ça ici l'expérience? On peut tous, là, on peut entreprendre, on peut créer à partir de zéro des empires numériques. Et quelque part, on a tous les outils à partir d'un ordinateur et d'une connexion Internet. Notez à quel point c'est exceptionnel, ce que je viens de dire tout simplement, d'accord? On peut partir de rien du tout, que ce soit en compétences, etc., et créer des empires numériques. En revanche, dès lors qu'on commence à interagir avec le monde tangible, le monde physique, se posent les vrais problèmes auxquels se confronte l'économie de l'époque moderne depuis le XVIIIe siècle. Les supply chains, les chaînes de production, les conditionnements, les envois, les problèmes de conformité, la sécurité, les copyrights, etc. Donc oui, il y aura des émanations physiques, on y pense, et puis il faut créer ces passerelles. C'est un des gros sujets, à mon avis, d'ailleurs, dans la crypto, de réussir à s'extraire de cette totale virtualité, clairement, par tout un tas de vecteurs, mais ok, ça c'est un autre sujet aussi. Mais donc oui, il y aura des choses physiques, mais il faut vraiment sous-peser les choses, parce qu'on ne rentre plus dans le même délire là. Ne serait-ce que pour le point de vue de l'investissement. Il faut des fonds, il faut des choses... Voilà, c'est une autre approche, quoi. Bah, maintenant, comme tu dis, tu parles de supply chain et tout, un truc du futur aussi, par contre, dans lequel je crois fortement, et par rapport à la question aussi posée ici, l'imprimante 3D à domicile, je pense qu'un jour, on passera par ça. Je pense qu'on n'achètera plus les choses physiques, on achètera un droit de propriété sur un objet que tu as besoin et tu l'imprimeras simplement chez toi à la maison avec peut-être des PMC, de plastique, métal, papier que tu as récolté que tu recycles chez toi. Tu vois, il y aura peut-être tout un truc qui va faire que tu vas créer tes propres objets à la maison, et je pense que justement, ton Dinobox, ça serait pour être sympa de pouvoir l'imprimer chez toi pour pouvoir aussi l'utiliser. Ça peut être cool, quoi. En fait, comme toute chose, quoi, d'ailleurs. C'est une bonne idée. C'est une bonne idée, comme ça a toute du chose. sens d'un point de vue. D'ailleurs, en parlant d'impression 3D, il y avait, comment il s'appelle, Petit Expérience qui fait des belles choses aussi sur Twitter par rapport à tout ça. Et moi, ça m'inspire beaucoup, quoi. Rien à dire. J'aime vraiment bien l'impression 3D. Et je pense que plus tard, vraiment, on ira peut-être plus au magasin chercher nos affaires, quoi. Peut-être qu'on les imprimera chez nous. Ouais. Et là, on pourra carrément être réellement dans un monde virtuel, et ce que tu as besoin, tu le fais chez toi, quoi. Donc, on sera vraiment... la référence va être vraiment pour quelques personnes qui connaissent et qui se souviennent de cette série. On sera vraiment comme dans SeaQuest. Je sais pas si vous connaissez SeaQuest. Hein, c'était un truc avec il y avait un épisode où ils arrivent dans une ville, en fait, où il y a des gros mechas qui se baladent, et il y en a plus que 2. Et en fait, les gens, ils ne sortaient plus de chez eux. Et ils vivaient à travers leur ordinateur. Et ils se baladaient en ville grâce à des mechas, quoi. C'était assez spécial, quoi. Et un jour, peut-être qu'on va arriver à ça. On sera tous chez nous devant notre écran avec nos lunettes de réalité virtuelle dans les métaverses. Voilà. Alors, encore une petite question de Rifnel. Quelles sont les compétences les plus importantes pour pouvoir mener à bien un projet comme ça? Bravo. Alors, au stade où j'en suis là, j'aurais tendance à dire la vision. Ça paraît bête, hein, comme question, parce que finalement, c'est à des années-lumière de la technologie, c'est à des années-lumière de l'exécution. Mais pourquoi la vision? Et tout spécialement en ce moment où on est en train de voir un marché qui s'échauffe pour éventuellement s'hystériser dans les semaines et les mois qui viennent, et tout particulièrement dans le domaine tout à fait délirant des mints de NFT, et plus particulièrement encore sur Solana.
rares sont les projets qui ont une vision. Or, seuls les projets qui ont une vision vont perdurer. C'est vieux comme l'entrepreneuriat, c'est vieux comme l'invention de la roue. Tu ne vas nulle part si tu n'as pas un horizon. Et en plus, ça fonctionne en fractal. Ça va fonctionner pour fabriquer un porte-avions à partir de coques de métal dans la terre, et ça fonctionnera pour faire un trade sur un actif crypto. Et ça fonctionnera pour mettre la table. Ok, il faut un plan, il faut une stratégie, et il faut un objectif. Et tout ça, c'est encapsulé dans la notion de vision. Donc aujourd'hui, à l'état actuel du projet d'Inovox, ce qui importe, c'est la vision, et c'est quelque chose sur lequel je travaille beaucoup. Ça paraît un peu cliché de dire ça, mais des décisions qui sont prises aujourd'hui, et parce que typiquement dans les technologies qu'on aime tant, la blockchain et les registres distribués, tout est définitif. Il faut faire du one-shot. Il faut être dans du solide tout de suite. Parce que si c'est pour rectifier dans 6 mois ou 1 an, bah finalement, le réseau sur lequel on va tourner, finalement, la taille du métaverse, finalement, on s'aperçoit que, bah, en termes de capacité, parce que j'ai besoin de ressources humaines et intellectuelles et techniques, là, hein, en termes de développement. Si je m'aperçois que finalement, il faut une armée de développeurs alors qu'ils sont tous bloqués justement sur des projets, parce que les compétences sont rares, hein, clairement, aujourd'hui, pour un développeur blockchain, front-end, un codeur Solidity, un codeur de NFT, eh bien, il y a 10 demandes. Les mecs, là, c'est des rois du pétrole en ce moment. Et donc, il y a en ce moment une espèce d'hystérisation autour des projets qui se succèdent. On a l'impression d'être un petit peu, vous connaissez, hein, chers amis du plat pays, vous connaissez la période qu'on a vécue dans les ICO, hein, en fin 2016, début 2018. Ok, oui. On avait, à l'époque, je faisais beaucoup de traductions de white paper, de documentation technique. Donc, les chiffres que j'avance, c'est pas une façon de parler. À l'époque, dans le gros du truc, il y avait entre 10 et 30, 35 ICO nouvelles chaque jour. Ouais. Chaque jour. Ouais. On a actuellement un peu le même genre de machin délirant avec les NFT. Ouais. Ça va se finir de la même manière. Pour des raisons qui sont des raisons, c'est pas tellement un problème d'avis ou que j'aime pas ou que j'ai un problème avec le truc. C'est des raisons mécaniques. C'est-à-dire que là, des machins sont copiés-collés, ils perdent à chaque fois encore un peu plus d'âme, ils perdent un peu plus de qualité. Il faut aller toujours plus vite parce que la hype, tout le monde est parfaitement au courant, elle va se tarir. Donc il faut prendre du pognon maintenant. Donc, ben voilà, Helmut, ça a planté. Écoute, ça c'est les joies du direct, tu vois. C'est souvent comme ça. Des fois ça va pas. On ne sait pas pourquoi, mais c'est pas grave. En tout cas, on était en train de. J'étais parti dans une tirade qui était très honnêtement épique. Oui, je pense que j'ai jamais été aussi bon et j'étais tout seul. Ouais, c'est con. C'est con. Mais on était justement en train de leur dire que franchement, c'était un live super intéressant, qu'on apprenait des choses, et qu'on espérait qu'ils allaient apprendre des choses, enfin qu'ils avaient appris des choses aussi. Donc voilà, franchement, super chouette, super interactif. Ça faisait 1 heure, je crois qu'on était déjà en live. Oui, ça passe super. Ouais. Et du coup, je me dis que là, on était à la moitié de ce qu'on va te poser comme question. Je sais pas ce que t'en penses. On passerait quand même bien aux questions qu'on avait mis sous le tweet pour faire le concours. Et puis après, on ferait bien le tirage au sort du concours. Je sais pas ce que t'en penses. Encore une fois, comme vous le constatez, je suis assez bavard, donc. Ouais. Bah écoute, tracasse, mais de toute façon, on fera peut-être une fois, on pourrait faire une suite parce que franchement là, enfin, il y a tellement de choses à raconter sur Dinovox que on a vraiment seulement gratté la surface, donc voilà, ça a l'air super intéressant en tout cas tout ce que tu proposes. Métaverse, développement, futur, vision. Je pense que tu as bien résumé les choses. Si quelqu'un déjà voulait se lancer dans un projet, voilà quoi, c'est vraiment, ouais, c'est vraiment manière, chouette quoi. On se refera aussi un petit topo dans quelques temps si vous avez la gentillesse de me réinviter. Avec plaisir. Et puis je vous airdropperai cette fois-ci sûrement des Landes, histoire de varier un peu les plaisirs et de pouvoir faire s'égayer vos Dinovox éventuels. Ok. Mais voilà, alors donc on avait proposé un petit concours pour faire gagner le fameux Barnabé. Alors ce petit Barnabé, il va être donné à quelqu'un. Et j'espère que vous allez en prendre soin, les gars. Franchement, parce que voilà, c'est quand même un petit dinosaure. On en prend soin des petits dinosaures. Hein. Et puis il fait partie des tout premier de sa, comment dirais-je, de son espèce. Ouais, c'est le numéro 3, quoi. C'est le numéro 3 avec Gaspard et le Dinovox Genesis. Voilà, donc. Sachant que sur ce sujet, comme sur beaucoup de choses, l'antériorité
plus un item, plus un NFT sera ancien, et plus il sera assorti d'avantages, de privilèges. Bon, ça dans savoir, le cadre ça. du métaverse à venir. Hein. J'ai pas posé de question, moi. Merde, je vais pas le gagner, moi, Barnabé. Alors, sur ce point particulier, je souligne juste un truc, et après, je vous embête plus, je vous laisse me poser des questions, et je fais des réponses en 5 secondes chrono. Ok, nickel. Il y a quelque chose qui est très important à mes yeux. Et ce que je vais dire, je le dis avec une absolue humilité et sans le moindre gramme d'arrogance dans le cadre de la comparaison que je vais faire. Je vais vous expliquer pourquoi. Il y a un point commun entre Bitcoin, la crypto-monnaie auquel nous devons tous notre respect, même si on s'égaye avec des cryptos pourris, avec des effigies de chiens et autres trucs bizarres, et aussi les CryptoPunks qui incarnent un petit peu l'ancêtre commun aussi des NFT. Et ce point commun, c'est que, et bien que ce soit Bitcoin ou les CryptoPunks, les deux n'étaient pas à vendre. Bitcoin n'a pas été créé par Satoshi Nakamoto dans l'idée d'en faire une ICO, concept qui n'apparaîtra que quelques années plus tard, ou d'en tirer un quelconque, de ce qu'on en sait, pour le moment en tout cas, ou d'en tirer un quelconque avantage financier. D'accord ? Les CryptoPunks, de leur côté, étaient offerts. Quiconque en 2017, en septembre 2017, avait un wallet Ethereum, MetaMask à l'époque, ou MyEtherWallet, ou que sais-je, pouvait demander à avoir un airdrop de CryptoPunk. D'accord ? Je suis extrêmement respectueux et ça a beaucoup d'importance pour moi, cette notion de gratuité et de don. Donc, beaucoup des Dynavox qui sont d'ores et déjà prévus seront à gagner, seront offerts, seront airdroppés et seront assortis de divers avantages. Donner, ça ne veut pas dire sans valeur. D'accord ? La gratuité, ça ne veut pas dire l'absence de valeur, et Bitcoin et CryptoPunk démontrent à quel point. Évidemment, c'est important à garder en tête. Donc, il y aura des ventes de Dynavox à des tarifs dont je ferai en sorte qu'ils soient très accessibles, mais il y aura une grande partie des NFT, des personnés, des artefacts qui seront accessibles gratuitement. C'est important à mes yeux. Après, le modèle économique plus large du métaverse, lui, sera fondé sur des règles plus classiques, plus traditionnelles. On en parlera dans les mois qui viennent, au fur et à mesure du dévoilement de la feuille de route et du projet. Mais voilà, cette phase du Dynavox sur leur île, Dynavox Island, eh bien, elle sera sortie de cette logique-là. Donc, on est écouté là par quelques dizaines, quelques centaines de personnes. Il y a des gens qui me font le plaisir, le privilège de suivre le projet et de me soutenir et de trouver ça très cool, et tant mieux, parce que moi aussi, je trouve ça très cool. Ces gens-là, ils seront gratifiés pour ça. C'est-à-dire que c'est important pour moi d'inclure cette communauté qui se crée sans arrière-pensée, pour le plaisir, juste pour la dimension sympa et pleine d'entrain de la chose. Et puis au fur et à mesure, on parlera de choses plus économiques, parce que moi aussi, ça m'intéresse d'avoir une mécanique économique, de pouvoir en vivre. Enfin, pas de pouvoir en vivre, je vis d'autres trucs, mais vous m'avez compris. Il ne s'agit pas non plus d'être dans une espèce d'altruisme systématique. Mais c'est quand même une notion importante, en tout cas pour le commencement du projet. Voilà. Ok. Bah, c'est bien. Je pense que c'est la meilleure façon de faire, en fait. Bravo Helmut, j'accepte ton don. Il y en a qui ont parfaitement compris comment ça allait se passer. Ouais, exactement. En plus, c'est une copine. Ah ben voilà, en plus. Facile, ça. Tu te fais mousser par les tiens. C'est une Tahitienne là, qui vient de débarquer. Sérieux ? Sérieux ? Salut à toi, la Tahitienne. Donc voilà, allez, on va commencer. On va prendre quelques petites questions de nos auditeurs et de la communauté, surtout, où tu vas répondre vraiment vite fait. Et après, on fera ce fameux airdrop, et j'espère que la personne qui va gagner, Bernabé, sera vraiment contente. Et c'est parti. Alors, si à 50 ans, tu n'as pas ton Dynavox, as-tu loupé ta vie ? Putain, super première question. Je pense que si à 50 ans, tu n'es pas passionné par un projet comme les Dynavox, peut-être pas que tu as raté ta vie, mais il est probablement temps de changer ta perspective. Voilà. Ok. Allez, à toi, Divash. Alors, quelle est ta position sur l'avenir des NFT à l'horizon de 5 à 10 ans ? C'est pas simple comme question. Honnêtement, les NFT à 5 à 10 mois, c'est compliqué. Je pense que les NFT sont là non seulement pour durer, mais de manière définitive, au même titre que l'imprimerie. C'est pas un mode, quoi. Pour toi, c'est clair qu'on y va, quoi. Oui. Ah oui, c'est certain. C'est-à-dire, on ne désinvente pas la poudre à canon. On ne désinventera jamais Bitcoin. Bitcoin sera toujours là quand nos petits-enfants ne le seront plus. Les NFT,
En tout cas, alors ils n'auront peut-être plus ce nom-là, mais l'approche d'authentification et d'exclusivisation, ça ne veut rien dire, excusez-moi, qu'apporte la technologie aujourd'hui NFT en 2021, en 2051, elle sera toujours là. Augmenter, améliorer, tout ce qu'on voudra, mais oui. Ce serait une norme, d'ailleurs, je pense. Oui, absolument, ouais. Complètement, ça serait normatif. Oui, ce serait normatif, d'office. Alors, autre question, quels sont les outils utilisés pour la réalisation artistique? Alors, c'est le logiciel Voxar. Mais là, pour le coup, c'est plus mon camarade à la créa qui serait capable d'évoquer le sujet. Moi, je me contente de m'évanouir de bonheur quand je vois une de ces nouvelles créations. Et effectivement, il utilise le panel d'outils de création à base de voxels. Ouais, le voxel, ouais. Le pixel en 3D. Okay. D'ailleurs, je tweeterai dans la soirée des choses vers son profil, puis des informations pour ceux qui le souhaitent, pour mieux découvrir son travail, parce que par ailleurs, c'est un artiste. Et par ailleurs, comme je le disais en introduction, c'est quelqu'un qui débarque de nulle part. Je fais juste un petit aparté. Je ne me reconnais pas de talent particulier, moi. Et si j'en avais un seul, ça serait celui de le voir chez les autres, en revanche. Je suis très bon, je pense, pour détecter le talent chez les autres. Et là, très honnêtement, voilà, j'ai découvert un mec... C'est hallucinant, ça sort de nulle part. C'est son talent, sa créativité, sa capacité, son imagination, c'est impossible. Sur le papier, ça n'a aucun sens. Il me sort des trucs, c'est des dingueries, c'est pas compliqué. C'est au niveau de ce qu'on voit dans les grands studios américains qui font un énorme buzz autour de choses qui valent la moitié de ce qu'il fait. Voilà. Si il m'écoute, je l'embrasse. Ah bah, j'espère qu'on pourra voir ça et qu'on pourra apprendre un peu plus sur cette personne dans le futur, quoi. Une dernière question. On va passer au giveaway. Ouais, allez, petite dernière question. Donc, est-ce qu'il y a White Paper qui est disponible? Et plus généralement, où peut-on trouver des informations sur le problème? Le livre blanc est en cours de rédac. Je suis en train de le faire parce que je suis approché par d'autres projets qui ont du sens, en fait, dans le cadre du projet global. Donc, je suis amené à faire de la documentation. On est fin octobre à peu près, début novembre, je pense qu'on pourra publier un livre blanc, un vision paper avec quelques détails sur la feuille de route, et puis ça sera suivi assez rapidement d'un site web de présentation du projet. Allez, une petite dernière quand même. Par les nibards, parce que j'adore les nibards, façon pseudo, il faudrait toujours penser aux Simpsons, donc voilà. Si on ne croit pas aux dinosaures, peut-on croire aux Dinovox? Non, bien sûr que non. De toute façon, il n'y a pas à croire ou à ne pas croire aux dinosaures. Demande-toi si les dinosaures croient en toi déjà, mon ami. Et là, à ce moment-là, si tu réponds à ça positivement, tu es bien dans ta vie. Voilà. Ah bon, en tout cas, voilà. Avant de faire ce petit giveaway, je tenais quand même particulièrement à te remercier. Ce fut vraiment un live très intéressant, très enrichissant. J'ai appris 2-3 petites choses et ça, franchement, ça fait super plaisir parce que j'adore apprendre des choses. C'est des petites lumières que je ne savais pas sur certaines petites choses. Et à un moment donné, je vais continuer à te poser des petites questions sur ces petites choses-là d'ailleurs. Mais ça sera plus en privé. Merci encore, mon petit Helmut. Ça a vraiment un chouette live, super intéressant. Désolé pour le cut. J'espère que la rediffusion, je pense que je vais les télécharger, que je vais les monter sur Premiere pour pouvoir vous donner ça sur la chaîne Culture Crypto Live. Merci à tous les crypto lovers qui ont été présents aujourd'hui et on va faire ce petit tirage au sort. Alors, est-ce que tu as une manière particulière selon laquelle on doit faire ce tirage au sort, mon petit Helmut? Alors, très chers amis, ça va être assez simple. Vous allez me donner un nombre impair, s'il vous plaît, entre 1 et 155, tout simplement. 1 et 155. Est-ce qu'une personne... je vais demander à ma femme, tiens. Tout simplement, là, je suis sur le tableau Excel avec toutes vos questions. Elle va l'écrire elle dans le chat, comme ça c'est elle qui choisit, tu vois. Un nombre entre 1 et 150. Un nombre entre 1 et 155. Pair ou impair, je ne sais plus ce que tu as dit. Impair, hein. Impair. Donc, voilà. Un nombre entre 1, tu dois pas me le dire, tu dois juste l'écrire dans le chat. Donc voilà les gars, comme ça c'est vraiment un truc... Vas-y. Ouais, vas-y. Maintenant, allez. Roulement de tambour. Et on saura qui est la personne. Voilà. Donc c'est le numéro 73. Donc c'est la question numéro 73 dans notre tableau que nous avons.
Et il a fallu qu'on tombe sur votre manière chelou de dire 70. 73. Non, votre manière chelou de dire 70. 73. Donc, on a tous sous le nez le 73, et c'est donc, je vous laisse l'annoncer. Attends, parce que non, je ne l'ai pas sous le nez. Je vais le faire si vous voulez, hein, parce que le tableau est disponible. Hein. Et c'est donc le pseudonyme Twitter Kefren, comme les pyramides, mais pas écrit pareil, c'est pas de conneries, qui est chargé d'accueillir Barnabé. Donc merci de m'envoyer un message. Ok, et on l'a c'est dans ton thread ou dans le mien? Ça, c'est ça que je ne sais pas, par contre. Il faudrait que je cherche là, après. J'avoue, j'ai tout compilé, je ne sais pas. T'as tout compilé. Ok, attends, on va essayer de trouver ça. Bravo, Kefren, merci. Donc, Kefren a gagné. Je sais pas si t'es là en live, bro. Et si t'as gagné, félicitations à toi. On va te le mettre directement en live. Je vais essayer de le trouver. Si je te trouve pas, on te trouvera après. J'aime bien faire les choses en live. Ah, le petit diplodocus. Il y en a eu des questions. Et oui. Il l'écrit comment, lui? Ce petit Dinovox, comme ses grands frangins, est associé à un secret. Est associé à un secret qui sera accessible à son propriétaire. Hein. Ok. Donc voilà. Ah, il y a un peu de mystère en plus. Ok. Donc voilà, à mon avis, c'est sur un de tes threads. Enfin, je vais regarder ça après. Donc voilà, félicitations à toi. Félicitations à toi, Kefren. Je pense que c'est chez moi qu'il a dû commenter. Là, je suis sur son profil, l'ami là. Ah voilà, tu peux lui dire qu'il a gagné, quoi. Ouais. Yes, je l'ai là. Ok, super. C'est bien sur. Eh non, c'est sur le tien. Non, autant pour moi. C'est sur le mien? Ouais. Sérieux? Ouais. Ok, je vais regarder à ça. 11h29 le 20 octobre, 11h29, il y a quelques jours déjà. Ok, d'accord, impeccable. Merci. Je Ouais, tu peux me l'envoyer dans le chat privé, quoi. Exactement. Cool. Et bien voilà, Helmut, merci à toi. Merci d'avoir amené tes Dinovox avec toi. Je suis content, ils nous ont pas mordus, ça c'est déjà bien. Par contre, j'espère qu'on a fait des mordus. J'espère qu'on a fait des mordus pour ton projet. Il y aura la rediffusion, voilà, comme j'ai dit. Et merci à Mondi Batch, hein, c'est que t'es cool de te retrouver pour le grand journal. C'est bien, ça va être le premier d'une grande série. Comme on a dit, on recommençait à refaire ça. Donc, passez tous une bonne soirée. Et comme j'aime bien. Pour Helmut, pour conclure. Écoutez, moi, ce que je vous propose, c'est de retenir une seule chose de tout ça, c'est Graou. Hein, voilà. Le reste, c'est du détail. Voilà, exactement. Non, blague à part, vous êtes exactement là où il faut être, au moment où il faut l'être. Félicitez-vous pour ça. Et vous ne laissez pas abattre par les petites déconvenues du quotidien, que ce soit les marchés ou un projet qui a moins bien marché que vous n'auriez souhaité. Vous êtes exactement là où il faut être pour être dans l'histoire. C'est très sage. Exactement. Merci beaucoup. Et Graou. Merci beaucoup. Graou. Allez les gars. Allez, Graou au hashtag. Allez les gars. Merci à tous. Choose life, choose freedom et choose Bitcoin. Peace, my bro. Ciao.